L'air du matin embaumait le café frais et la trahison. Bien que Curtis Robertson ne remarquât que le premier, en fermant sa valise pour la nuit, son vol pour Denver partait dans 3 heures. Une autre conférence pharmaceutique qui l'éloignerait de la maison pendant 4 jours, à 38 ans, Curtis avait bâti une carrière respectable en tant que coordinateur de recherche pour des essais médicaux, un travail qui exigeait précision, patience et une capacité à lire entre les lignes des données. Ces mêmes compétences allaient bientôt lui sauver la vie. M. Robertson. Linda Lambert se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau à domicile, ses doigts tordant l'ourlet de son cardigan. La babysitter travaillait pour leur famille depuis 2 ans. Une présence fiable dans leur maison de banlieue du Connecticut, elle avait 53 ans, une ancienne infirmière dont les mains fermes et le comportement calme l'avaient rendue indispensable après la naissance de Tommy. Mais maintenant, ses mains tremblaient. Qu'y a-t-il ? Linda. Curtis jeta un coup d'œil à sa montre. Sa femme, Diana, était encore à l'étage, censée préparer leur fils de 4 ans pour la journée. Linda entra et ferma la porte, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. « Monsieur, n'y allez pas, faites semblant d'être parti. Mais revenez dans 2 heures. » Curtis sentit son estomac se nouer. « De quoi parlez-vous ? Hier soir, je suis revenu parce que j'avais oublié mon téléphone ici. J'ai une clé, vous savez, pour les urgences. » Les yeux de Linda étaient rougis, comme si elle n'avait pas dormi. « J'ai entendu Madame Robertson au téléphone dans la cuisine. Elle ne savait pas que j'étais là. Monsieur, ce qu'elle a dit à propos de Tommy, sa voix se brisa. C'était horrifiant. Vous devez rester ici aujourd'hui. » La partie rationnelle de l'esprit de Curtis voulait rejeter cela comme un malentendu. Diana pouvait être froide. Oui, leur mariage s'était éloigné au cours de l'année passée, la chaleur entre eux remplacée par une coexistence polie, mais son fils, Tommy, était la lumière de sa vie. Un garçon brillant et curieux qui posait des questions interminables sur le fonctionnement des choses et sur la raison pour laquelle le ciel changeait de couleur. Qu'a-t-elle dit exactement ? Le visage de Linda pâlit. Je ne peux pas tout répéter. Mais elle a mentionné, aujourd'hui spécifiquement, elle a dit qu'une fois que Curtis serait parti et quelque chose sur le fait d'être enfin libéré d'un fardeau, M. Robertson. Elle ne parlait pas de divorce. La façon dont elle a parlé de Tommy, des larmes coulèrent sur ses joues. J'ai été infirmière pendant 30 ans, je sais à quoi ressemblent les intentions sombres. Curtis activa son entraînement, la même pensée méthodique qu'il utilisait pour évaluer les données cliniques. À qui parlait-elle ? Je ne sais pas. Un homme ? Je pense. Elle l'a appelé bébé et a dit que tout était prêt. Linda attrapa son bras. S'il vous plaît, je pourrais me tromper. Mon Dieu, j'espère que je me trompe. Mais si j'ai raison et que quelque chose arrive à ce petit garçon pendant que vous êtes parti. Curtis prit sa décision en quelques secondes. D'accord, je ferai exactement ce que vous dites. Rentrez chez vous maintenant. Appelez pour dire que vous êtes malade. Ne venez pas aujourd'hui. Si quelqu'un demande, vous ne m'avez pas vu depuis hier ? Linda hocha la tête, le soulagement inondant ses traits. Merci, je suis désolé si je cause des problèmes pour rien. Ce n'est pas le cas, dit Curtis doucement. Merci de me l'avoir dit. 20 minutes plus tard, Curtis porta sa valise jusqu'à sa BMW, démarra le moteur et recula de l'allée en faisant un signe à Diana, qui se tenait à la fenêtre de la cuisine avec Tommy sur la hanche. Il roula 3 pâtés de maison, tourna dans le parking d'une école primaire fermée pour une formation des enseignants et se gara derrière le bâtiment où sa voiture ne pouvait pas être vue de la rue. Ses mains tremblaient alors qu'il sortait son téléphone. Les 2 heures s'étirèrent devant lui comme une éternité. Il ne pouvait pas juste rester assis là en utilisant le navigateur de son téléphone. Curtis se connecta au système de sécurité de leur maison. Il avait installé des caméras 6 mois plus tôt après une série de cambriolages dans le quartier, une dans la chambre de Tommy, une couvrant la porte d'entrée, une dans le salon. Diana s'était plainte qu'elle la faisait se sentir surveillée. Alors, il avait promis de ne les vérifier que lorsqu'il était en voyage. Maintenant, il était reconnaissant pour chaque pixel. La caméra du salon montrait Diana faisant les 100 pas, son téléphone pressé contre son oreille. Curtis ne pouvait pas entendre l'audio. Il avait sauté cette fonctionnalité pour économiser de l'argent. Mais son langage corporel en disait long. Elle était agitée, gesticulant vivement de sa main libre. Tommy était assis sur le canapé en train de regarder des dessins animés inconscient. L'esprit de Curtis parcourait les possibilités. Une liaison semblait probable compte tenu de la référence à « bébé », mais libéré du fardeau, qu'est-ce que cela signifiait ? Le divorce la libérerait. À moins que... Son sang se glaça. Curtis était bénéficiaire d'une police d'assurance vie requise par son entreprise, mais 2 ans plus tôt,
Diana avait suggéré qu'ils prennent une couverture supplémentaire. « Nous avons un enfant maintenant », avait-elle dit. Et si quelque chose arrivait à l'un de nous? Ils avaient tous deux souscrit des polices substantielles. La police de Curtis sur sa propre vie était de 800 000 $, mais la police sur Tommy... Il ouvrit l'application de sa compagnie d'assurance avec des doigts tremblants. La police sur Tommy était de 300 000 $. Souscrite il y a 18 mois, Diana avait géré toute la paperasse. Il avait signé sans lire les détails, faisant confiance à sa femme. Le bénéficiaire était indiqué comme Diana Greer Robertson. Curtis sentit la bile monter dans sa gorge. Non, sûrement pas. Les gens ne tuaient pas leurs propres enfants pour de l'argent d'assurance. C'était le territoire des monstres. Le genre de choses qu'on voit dans les documentaires sur les crimes réels et qui semblent impossibles quand on en entend parler, mais les mots de Linda résonnaient « Je sais à quoi ressemblent les intentions sombres ». Curtis avait 90 minutes avant de devoir rentrer. Il les utilisa bien. D'abord, il appela son frère Fernando, un avocat en défense pénale à Boston. Ils n'avaient jamais été proches. Fernando était plus âgé de 6 ans et avait toujours traité Curtis comme une arrière-pensée. Mais la famille était la famille. « Curtis, n'es-tu pas censé être dans l'avion? J'ai besoin de ton aide d'urgence. » Curtis expliqua tout en phrases précises et concises. Fernando écouta sans interruption, son esprit juridique traitant l'information. « As-tu des preuves au-delà de la parole de la babysitter? » « Pas encore. C'est pourquoi je rentre. Alors, voici ce que tu fais. Enregistre tout. Ton téléphone, des caméras cachées, tout ce que tu peux. Le Connecticut est un État à consentement unique pour les enregistrements, ce qui signifie que tu peux légalement enregistrer les conversations auxquelles tu participes. Ne la confronte pas directement pour l'instant. Si elle planifie ce que tu penses, elle se révélera. Et Curtis, la voix de Fernando s'adoucit, sort Tommy de là à la première occasion. Si tu te trompes, tu pourras t'excuser plus tard. Si tu as raison, je sais. Appelle-moi à la seconde où tu as des preuves. Je descendrai en voiture. Curtis passa l'heure restante à rechercher. Il découvrit que les meurtres conjugaux impliquant des enfants étaient plus courants qu'il ne l'avait réalisé, souvent impliquant de nouveaux partenaires romantiques qui voyèrent les enfants existants comme des obstacles. Le schéma était disturbingly familier, éloignement marital croissant, liaison secrète, motif financier et un accident soudainement opportun. Il repensa à l'année passée. Diana était devenue secrète avec son téléphone. Inclinant l'écran quand il entrait dans la pièce, elle avait rejoint une salle de sport et avait commencé à s'habiller différemment. Plus provocativement, elle semblait plus heureuse, mais pas plus heureuse avec lui, plus heureuse en général, comme si quelque chose dans sa vie avait changé pour le mieux. Il y avait eu d'autres signes aussi. Diana avait récemment suggéré que Tommy prenne des leçons de natation, malgré les protestations de Curtis que 4 ans était trop jeune. Elle avait insisté, et juste la semaine dernière, elle avait évoqué l'idée d'installer une piscine, même si leur jardin était à peine assez grand, et Curtis avait explicitement dit non. L'eau facilitait les morts accidentelles d'enfants. À précisément 2 heures de son départ, Curtis roula vers sa maison. Il se gara 2 rues plus loin, devant la maison d'un voisin où il savait que les propriétaires étaient absents pour la semaine. Il sortit des jumelles de son équipement de randonnée et un chargeur portable pour téléphone. Cela exigeait de la patience. Le soleil de l'après-midi tapait sur la BMW alors que Curtis observait sa maison à travers les jumelles. À 14h47, une Lexus argentée s'engagea dans son allée. Un homme en sortit, grand, athlétique, probablement fin de la trentaine avec des cheveux noirs coiffés et des lunettes de soleil coûteuses. Il portait un jean de marque et un polo qui mettait en valeur des bras sculptés par la salle de sport. Diana ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper. Même de cette distance, Curtis pouvait voir comment elle s'illuminait, comment elle se jetait pratiquement dans les bras de l'homme. Ils s'embrassèrent longuement et profondément juste là, dans l'embrasure de la porte de la maison que Curtis payait. La mâchoire de Curtis se serra, mais il se força à rester calme, à observer. L'homme entra dans la maison, la main de Diana sur son bas du dos, possessive. Intimé. Curtis vérifia les caméras de sécurité sur son téléphone. L'homme, il avait besoin d'un nom. Curtis décida de l'appeler Hugo puisqu'il ressemblait à un Hugo prétentieux. Hugo était maintenant assis sur le canapé de Curtis, buvant dans la tasse à café de Curtis. Tommy n'était visible nulle part sur la caméra du salon. Curtis passa à la caméra de la chambre de Tommy. Son fils était là, jouant avec des blocs Lego sur le sol, construisant quelque chose d'élaboré, en sécurité pour l'instant. La caméra du salon montrait Diana et Hugo en conversation. Diana pointa vers les escaliers, vers la chambre de Tommy. Hugo hocha la tête, sortit son téléphone et sembla passer un appel. Diana s'appuya contre lui, sa main sur son torse.
L'esprit de Curtis parcourait les scénarios comme un diagnostic différentiel. S'ils prévoyaient de blesser Tommy aujourd'hui, ils auraient besoin d'une opportunité et d'une histoire plausible. Curtis était censé être à Denver. Si quelque chose arrivait à Tommy pendant qu'il était parti, Diana serait la mère en deuil, l'argent de l'assurance passerait, elle et Hugo pourraient commencer leur nouvelle vie. Mais quel était le plan? Comment allait-il le faire? À 15h15, Curtis remarqua un mouvement près de la porte du jardin, un vent blanc avec « Evergreen Pools and Spa Maintenance ». Imprimé sur le côté, s'était garé dans la rue derrière sa maison. 2 hommes en sortirent, portant du matériel. Le sang de Curtis se glaça. La piscine. Diana avait demandé pour la piscine, mais ils n'en avaient pas. Ils n'avaient même jamais obtenu de devis, à moins que Curtis sauta de sa voiture et courut. Ne se souciant plus de la discrétion, il sprinta à travers la cour des Henderson, sauta leur clôture et arriva par son propre jardin. Les 2 hommes du van installaient ce qui ressemblait à une piscine hors sol temporaire au centre de sa pelouse. Le genre qu'on peut remplir avec un tuyau en quelques heures. L'un d'eux, un homme trapu avec une barbe, remarqua Curtis. « Et, mon pote, c'est une propriété privée. Vous n'êtes pas censé être ici. C'est ma propriété. Qu'est-ce que vous foutez ?» La confusion de l'homme semblait authentique. « Nous avons une commande pour une installation de piscine et une démonstration de sécurité. La dame de la maison a appelé notre entreprise ce matin. Elle a dit que c'était urgent pour l'anniversaire de son enfant demain. Montrez-moi la commande. » L'homme sortit une tablette, fit défiler quelques écrans. Diana Robertson, 447 Maple Drive. C'est cette adresse. Elle a payé en espèces d'avance, plus pour le service le jour même. L'esprit de Curtis s'emballa, une installation de piscine et une démonstration de sécurité. Diana allait prétendre que Tommy s'était noyé pendant une leçon de sécurité en piscine. Un tragique accident survenu pendant que Curtis était parti. La piscine temporaire serait démontée ensuite. Aucune preuve permanente. « Écoutez-moi très attentivement, » dit Curtis, sa voix mortellement calme. « Je suis Curtis Robertson. C'est ma maison. Ma femme n'avait pas ma permission pour commander cela. Et vous devez partir maintenant. » L'homme barbu échangea des regards avec son collègue, un jeune homme hispanique qui semblait de plus en plus nerveux. « Monsieur, nous ne voulons pas d'ennui. Nous travaillons juste pour l'entreprise. » La dame semblait normale quand elle a appelé. Je suis sûr qu'elle l'était. « Mais vous partez et vous emportez cette piscine avec vous. Nous ne pouvons pas juste la laisser alors. Envoyez-moi une facture, mais vous n'installez pas ça et vous ne faites aucune démonstration avec mon fils. Comprenez-vous » Le jeune homme rangeait déjà l'équipement. « Tony, allons-y. Ce n'est pas la peine. Il y a quelque chose de bizarre ici. Tony » L'homme barbu hésita, puis hocha la tête. « D'accord, on y va. Mais notre patron va être furieux pour l'argent qu'on perd. Dites à votre patron de m'appeler. Je lui expliquerai tout. » Curtis lui donna son numéro de portable, puis resta à regarder jusqu'à ce qu'ils aient chargé leur van et soient partis. Ce n'est qu'alors que Curtis se tourna vers sa maison, à travers la porte-fenêtre. Il pouvait voir Diana dans la cuisine. Son dos tourné vers lui, Hugo était assis à la table de la cuisine et Tommy était encore à l'étage dans sa chambre, en sécurité. Curtis sortit son téléphone, lança une application d'enregistrement vocal et entra par la porte arrière. « Curtis !» Diana se tourna, son visage devenant blanc. « Qu'est-ce que tu... » « Je pensais que tu avais un vol. Le vol a été retardé. » Curtis mentit avec fluidité, ses yeux rencontrant ceux de Hugo. L'autre homme s'était levé, sa posture défensive. De près, Curtis pouvait voir que Hugo était plus jeune que lui, peut-être 33 ou 34 ans, avec un look poli qui venait de l'argent. La compagnie aérienne a appelé pour un problème mécanique. « Je ne pars pas avant demain matin, donc je suis à la maison pour la journée. » Il sourit, laissant le sourire atteindre ses yeux. Chanceux. « Hein ? Je passe du temps inattendu avec ma famille. » Hugo s'éclaircit la gorge. « Je devrais probablement y aller. Ne pars pas à cause de moi. » Curtis se dirigea vers le réfrigérateur, sortit une bière, fit mine d'être décontracté. « Diana, tu vas me présenter ton ami ? C'est Hugo Fitzgerald ?» dit Diana, sa voix tendue. « C'est un entrepreneur. J'obtenais des devis pour des travaux sur la maison. » « Vraiment, quel genre de travaux ?» Les yeux de Diana se dirigèrent vers Hugo. « Juste des rénovations générales. La cuisine, peut-être les salles de bain. Intéressant. Et cette consultation de rénovation générale se passe généralement avec vous, 2 seuls dans la maison avec Tommy à l'étage et moi opportunément hors de la ville. » Curtis prit une longue gorgée de sa bière, les observant par-dessus le bord. « Ou peut-être que la rénovation a quelque chose à voir avec la compagnie de piscine que je viens de renvoyer de notre jardin. »
Le visage de Diana passa du blanc au rouge. Tu nous espionnais? J'habite ici, Diana. Ce n'est pas de l'espionnage quand c'est ma propre maison. Curtis posa la bouteille de bière avec un soin délibéré. Alors, laisse-moi te demander directement, qu'est-ce qui se passe, bordel? Hugo fit un pas en avant, toute prétention d'être un entrepreneur disparut. Écoute, mec, c'est entre toi et ta femme. Tu es chez moi? Ça en fait mon affaire. La voix de Curtis était calme, contrôlée, la voix qu'il utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles aux patients d'essais cliniques. Diana, je vais te le demander une fois de plus. Qu'est-ce que tu planifiais? Je ne sais pas ce que tu crois savoir. Je sais que tu as appelé quelqu'un hier soir et parlé d'être libéré du fardeau une fois que je serai parti. Je sais que tu as souscrit une police d'assurance vie de 300 000 $ sur notre fils. Je sais que tu as une liaison avec Hugo ici, et je sais que tu viens de payer en espèces une compagnie de piscine pour installer dans notre jardin pour une démonstration de sécurité pendant que Tommy est seul avec toi, ici. Les mains de Curtis se serrèrent en poing à ses côtés. Alors, je vais te le demander une dernière fois, qu'est-ce que tu planifiais de faire à mon fils? La cuisine se remplit d'un silence terrible. Diana craqua la première, son visage se froissa, mais pas de culpabilité, de rage. Tu ne comprends pas? Tu n'es jamais là. Tu travailles toujours, tu voyages toujours plus préoccupé par tes précieux essais cliniques que par nous. Tommy était censé réparer notre mariage, mais il a juste empiré les choses. Il est épuisant. Curtis, il n'arrête jamais de poser des questions. N'arrête jamais d'avoir besoin de choses. Je ne peux plus respirer dans cette vie. Donc, ta solution était de le tuer. La voix de Curtis se brisa malgré ses efforts pour rester contrôlée. Ça aurait été un accident, murmura Diana. Puis, comme si elle réalisait ce qu'elle venait d'admettre. Ses yeux s'élargirent. Non, je ne voulais pas dire un accident. N'est-ce pas? Pendant une démonstration de sécurité en piscine avec moi opportunément à 3200 km de là, Curtis sortit son téléphone, arrêta l'enregistrement et l'envoya immédiatement à Fernando. Voici ce qui va se passer maintenant. Hugo, tu vas partir et ne jamais revenir. Diana, tu vas faire une valise et sortir de ma maison? Je demande le divorce et j'obtiens une ordonnance restrictive. Et si tu essayes de te battre pour la garde? Tu nous as enregistrés? La voix de Diana monta en un hurlement. C'est illégal. Non, Diana, ce ne l'est pas. Le Connecticut est un État à consentement unique. Je peux enregistrer n'importe quelle conversation à laquelle je participe. Curtis se dirigea vers les escaliers. Je vais chercher Tommy. Quand je redescends, je veux que tu sois parti. Hugo trouva enfin sa voix. Diana, nous devrions nous taire. Diana se tourna vers lui. C'est ta faute? Tu as dit que ce serait facile, que personne ne le questionnerait, que nous serions ensemble. Je n'ai jamais dit de tuer l'enfant. Jésus, Diana, je pensais que tu allais, je ne sais pas, l'envoyer en internat ou quelque chose. Curtis se figea en haut des escaliers. Attends, tu savais qu'elle planifiait quelque chose? Hugo passa une main dans ses cheveux parfaits. Écoute, elle a dit qu'elle voulait sortir du mariage, qu'elle avait besoin d'argent pour recommencer. J'ai suggéré qu'elle pourrait. Il s'arrêta, semblant réaliser qu'il s'incriminait. Tu as suggéré qu'elle pourrait encaisser la police d'assurance vie de son fils? La voix de Curtis était mortellement calme. Ça fait de toi un complice. Je ne l'ai pas fait. Nous n'avons jamais, Hugo regarda Diana, nous disant que nous n'avons jamais vraiment planifié de blesser l'enfant. Mais le visage de Diana s'était transformé en quelque chose que Curtis ne reconnaissait pas. Disparu était toute prétention de la femme qu'il avait épousée. À sa place se tenait quelqu'un capable d'un mal indicible. Tu l'as ramené? Siffla-t-elle. Tu as tout ruiné? As-tu une idée de combien de temps j'ai planifié ça? Combien j'ai tout mis en place avec soin? Planifié quoi, exactement? Curtis avait besoin qu'elle le dise, avait besoin de l'aveu enregistré. Il relança l'application d'enregistrement de son téléphone, la tenant fermement. Tommy était censé se noyer aujourd'hui, pendant la leçon de piscine. Un tragique accident. Les instructeurs témoigneraient qu'ils avaient essayé de le sauver. Mais parfois ces choses arrivent. Les enfants sont imprévisibles près de l'eau. Tout le monde aurait été compatissant. Tu aurais pleuré, mais éventuellement, tu aurais continué. J'aurais l'argent de l'assurance et je pourrais enfin vivre la vie que je mérite avec Hugo. Le sourire de Diana était glaçant, mais tu es revenu. Tu as toujours à tout ruiner. Curtis sentit de la glace dans ses veines. Tu parles de meurtre de notre fils comme si c'était une transaction commerciale. C'est ton fils? Cracha Diana. Je ne l'ai jamais voulu. Mais tu as insisté pour qu'un enfant complète notre famille. Eh bien, félicitations, Curtis. Tu as ta petite famille parfaite? J'espère que tu es heureux. Curtis n'attendit pas d'en entendre plus.
Il courut dans la chambre de Tommy, ramassa son fils confus et se dirigea vers la porte. « Papa, où allons-nous ?»« À l'aventure, mon pote. On va voir oncle Fernando. » Derrière lui, il entendit Diana hurler, entendit quelque chose se briser. Hugo criait aussi. Curtis s'en fichait. Il attacha Tommy dans son siège auto, démarra le moteur et appela le 911 en conduisant. « 911. Quelle est votre urgence ? Je m'appelle Curtis Robertson. Ma femme vient d'avouer qu'elle planifiait de tuer notre fils de 4 ans pour l'argent de l'assurance. J'ai un enregistrement de sa confession. J'ai besoin que la police soit envoyée chez moi immédiatement. Et j'ai besoin de savoir comment demander une garde d'urgence. » Alors que Curtis roulait vers le poste de police, Tommy fredonnant à l'arrière, inconscient de combien il avait frôlé la mort, Curtis réalisa quelque chose, sa nature méthodique et prudente, les mêmes traits qui faisaient que Diana le qualifiait d'ennuyeux, venèrent de sauver la vie de son fils. Mais ce n'était que le début. Diana allait se faire représenter par un avocat, Hugo essaierait de se distancier, et Curtis aurait besoin de prouver devant le tribunal qu'il était le parent apte et que sa femme était un monstre. Le jeu avait changé, et Curtis Robertson avait bien l'intention de gagner. Le poste de police sentait le café brûler et le désespoir. Curtis était assis dans une salle d'interrogatoire, Tommy sur ses genoux, tandis que le détective Patrick Hobbs examinait les enregistrements pour la 3e fois. Hobbs était dans la 50aine, avec des cheveux gris et des yeux fatigués qui avaient vu trop du pire de l'humanité. M. Robertson. C'est une preuve substantielle. Hobbs mit l'enregistrement en pause au moment où Diana décrivait le plan de noyade. « Votre femme a essentiellement avoué une conspiration pour meurtre. C'est un crime de classe A dans le Connecticut. Pouvez-vous l'arrêter ? C'est déjà fait. Des unités ont été envoyées à votre résidence il y a 20 minutes. Madame Robertson et Fitzgerald ont tous deux été placés en garde à vue. » Hobbs se pencha en avant. « Maintenant, j'ai besoin que vous me racontiez tout depuis le début. Chaque détail. » Curtis le fit, commençant par l'avertissement de Linda ce matin-là. Hobbs prit des notes, posant occasionnellement des questions clarifiantes. Quand Curtis mentionna la police d'assurance, Hobbs passa un appel qui fit rejoindre un détective des crimes financiers dans les minutes suivantes. La détective Charlene Riley était plus jeune, avec des yeux perçants et une intensité concentrée qui faisait penser à Curtis qu'elle serait terrifiante dans une salle d'interrogatoire. 300 000 $ sur un enfant de 4 ans, c'est un drapeau rouge. La plupart des polices pour enfants culminent autour de 50 000 $ précisément pour empêcher ce genre de scénario. Je ne le savais pas. Curtis l'admit, j'ai signé la paperasse sans la lire attentivement. Diana gérait tous nos affaires d'assurance. Ne vous flagellez pas! C'est comme ça que ces prédateurs opèrent. Ils exploitent en la confiance. Riley consulta quelque chose sur son ordinateur portable. Je vais avoir besoin d'une autorisation écrite pour accéder au dossier financier de votre famille. Tout ce dont vous avez besoin. Tommy s'était endormi contre la poitrine de Curtis. Épuisé par le stress, il ne pouvait pas pleinement comprendre. Une conseillère pour les victimes avait apporté des livres de coloriage et des boîtes de jus. Mais Tommy n'avait voulu que rester près de son père, M. Robertson. Nous allons devoir placer Tommy en garde protectrice jusqu'à l'audience initiale, dit Hobbs doucement. Procédure standard dans les cas impliquant « Non !» La voix de Curtis était ferme. « Il reste avec moi, monsieur. Je comprends. Mais détective Hobbs, mon fils a failli mourir aujourd'hui. Sa mère a planifié de le noyer dans notre jardin. La seule raison pour laquelle il est en vie est que je suis rentré tôt. Je ne le laisse pas hors de ma vue et je ne le mets certainement pas avec des inconnus. » Curtis rencontra les yeux du détective. « Je dormirai ici au poste si je dois. Mais il reste avec moi. » Hobbs échangea des regards avec Riley, qui hocha la tête. « Je peux m'arranger avec ça. Nous organiserons une évaluation des services familiaux demain. Mais pour ce soir, le garçon reste avec son père. Nous vous installerons dans une de nos salles sécurisées. » Curtis sentit une partie de la tension quitter ses épaules. « Merci. Ne me remerciez pas encore. Ça va devenir plus moche avant de s'améliorer. » Hobbs sortit un autre formulaire. « Votre femme sera mise en accusation demain matin. Vu la gravité des charges et les preuves, nous demandons qu'il n'y ait pas de caution. Mais son avocat arguera qu'elle n'est pas un risque de fuite. Que tout cela est un malentendu? Ce n'est pas un malentendu. Vous avez entendu l'enregistrement? Je sais, mais les avocats sont bons pour créer un doute raisonnable. Ils diront que vous avez mal interprété, que votre femme avait une crise émotionnelle, que Hugo Fitzgerald l'a manipulée. » Hobbs tapa son stylo contre la table. C'est là que les choses se compliquent. Hugo a déjà demandé un avocat et ne parle pas. Votre femme, en revanche, a été très bavarde. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il s'agit de vous qui avez une liaison? Que vous avez été abusif?
qu'elle avait peur de vous et que Hugo l'aidait à planifier de partir en sécurité. Hobbs leva une main avant que Curtis puisse protester. « Je ne la crois pas. Les preuves contredisent chaque mot, mais elle établit un récit et ce sera votre parole contre la sienne dans certains aspects. » Curtis sentit un frisson. Diana était intelligente. Elle avait toujours été intelligente et maintenant elle luttait pour sa liberté. Et la compagnie de piscine, ils ont été témoins d'une partie de ça. Déjà retrouvé, Evergreen Pools and Spa Maintenance. Le propriétaire, un homme nommé Milton Goodrich, est très intéressé à coopérer, dit que votre femme a payé 4 000 $ en espèces pour une installation d'urgence le jour même et une leçon de natation privée pour votre fils. Hobbs feuilleta ses notes. Les 2 travailleurs que vous avez rencontrés, Tony, c'est Arthur Floyd, et son partenaire Eric Hadge, ont tous 2 donné des déclarations confirmant tout ce que vous avez dit. Ils sont prêts à témoigner. C'est bien? Non? C'est excellent. Ça corrobore votre chronologie et montre une préméditation de la part de votre femme. Elle n'a pas juste parlé de ça, elle a pris des mesures concrètes pour le faire arriver. Riley leva les yeux de son ordinateur portable et j'ai plus de bonnes nouvelles. Vos dossiers de la compagnie d'assurance montrent que votre femme les a contactés 6 fois au cours du mois passé, demandant sur la procédure de paiement en cas de décès d'un enfant. Curtis se sentit malade. 6 fois, elle s'assurait de savoir exactement comment réclamer l'argent. L'expression de Riley était sombre. M. Robertson. Votre femme n'a pas craqué aujourd'hui. Ça a été planifié pendant des semaines, peut-être des mois. La porte s'ouvrit et Fernando entra, encore en costume de la cour. Curtis n'avait jamais été aussi soulagé de voir son frère. Fernando observa la scène, Curtis tenant Tommy. Les détectives, l'équipement d'enregistrement, et quelque chose changea dans son expression. « Curtis, Dieu merci, vous êtes tous les 2 en sécurité. » Fernando se tourna vers les détectives. « Je suis Fernando Michael, l'avocat de M. Robertson. J'assume que mon frère est traité comme un témoin, pas un suspect. Correct ?» Hobbs confirma. Il a été coopératif et franc. Nous n'avons aucune raison de le soupçonner d'un quelconque méfait. Bien, alors j'ai besoin de parler à mon client en privé. Une fois seul, dans une autre pièce. Fernando s'assit en face de Curtis et l'étudia attentivement. Tu as tout fait correctement? Tu es resté calme? Tu as tout documenté? Tu as mis Tommy en sécurité? Mais maintenant commence la partie difficile. Qu'est-ce que tu veux dire? Diana va arguer que tu es un parent inapte. Elle dira que tu voyages trop, que tu étais négligent, que Tommy serait mieux en famille d'accueil qu'avec toi. La voix de Fernando était factuelle. Elle va en faire une bataille pour la garde même depuis la prison. Mais elle a essayé de le tuer, ce qui est pourquoi tu vas gagner, mais ce ne sera pas facile ni rapide. Fernando sortit sa tablette, commença à taper des notes. D'abord, nous demandons une garde unique d'urgence vu les circonstances. Ça devrait être accordé immédiatement. Ensuite, nous demandons le divorce pour motif d'abandon et de cruauté. Nous documentons tout, la liaison, le schéma de fraude d'assurance, la tentative de meurtre. Nous construisons un dossier si étanche qu'aucun juge ne pourrait prendre son parti. Combien de temps ça prendra? Des mois au minimum. Peut-être plus si l'avocat de Diana est bon. Fernando regarda Tommy, encore endormi contre la poitrine de Curtis. Mais tu as le temps et tu as la vérité de ton côté. Ça compte plus que tu ne le penses. Je veux qu'elle paie. Fernando, pas juste légalement, je veux que le monde sache quel genre de monstre elle est. Attention, la voix de Fernando baissa. La pensée de vengeance peut brouiller le jugement. Ta priorité est Tommy. Le protéger, lui donner de la stabilité, tout le reste est secondaire. Curtis savait que son frère avait raison. Mais la fureur brûlant dans sa poitrine ne s'éteindrait pas si facilement. Diana avait planifié de tuer leur fils. Elle avait embrassé Curtis au revoir ce matin-là, sachant qu'elle avait l'intention de tuer Tommy pendant que Curtis était parti. Quel genre de personne pouvait faire ça? Un coup à la porte interrompit ses pensées. La détective Riley entra avec une jeune femme que Curtis reconnut comme In Maldonado, une psychologue pour enfants qu'il avait vu parler à une conférence une fois. M. Robertson. Voici la docteure Maldonado. Elle va faire une brève évaluation de Tommy quand il se réveillera, juste pour évaluer son état émotionnel et s'assurer qu'il traite tout correctement. Le ton de Riley était doux, c'est la procédure standard et ça aidera votre affaire de garde. Bien sûr, tout ce dont Tommy a besoin. Tommy remoua, se frottant les yeux. Papa, j'ai faim. Je parie que oui. Mon pote, et si on te prenait un dîner? Curtis regarda les détectives. Suis-je libre de partir pour l'instant? Mais restez local et gardez votre téléphone allumé. Nous aurons besoin de vous pour des dépositions formelles. Hobbs tendit une carte à Curtis et M. Robertson. Soyez prudents.
Diana Robertson est en liberté sous caution. Son père l'a postée il y a 1 heure. Curtis sentit son estomac chuter. Quoi? Vous avez dit que vous demandiez qu'elle soit retenue? Nous l'avons fait. Le juge n'était pas d'accord. Elle est en assignation à résidence avec un bracelet électronique et il y a une ordonnance restrictive la tenant à 450 km de vous et de Tommy. Mais je voulais que vous soyez au courant. L'expression de Hobbs était apologétique. Son père est Harold Hayes, le juge Harold Hayes, retraité de la Cour supérieure du Connecticut. Bien sûr qu'il l'est. Fernando marmonna. Curtis, tu n'as jamais mentionné que Diana venait d'argent et de connexion. Je ne pensais pas que ça importait. Ça importe toujours? Fernando se lève. D'accord. Nouveau plan. Toi et Tommy restez avec moi à Boston jusqu'à ce que ça se calme. Mon bâtiment a de la sécurité et je ne vous laisse pas vulnérable à ce que Diana pourrait essayer ensuite. Curtis voulait arguer, dire qu'il pouvait gérer ça lui-même, mais en regardant le visage confus de Tommy, il savait que Fernando avait raison. D'accord, laisse-moi juste prendre quelques affaires de la maison, pas question. Nous enverrons quelqu'un pour faire vos valises. Tu ne t'approches pas de cette maison jusqu'à ce que Diana soit en sécurité derrière les barreaux pour de bon? Fernando était déjà au téléphone, appelant des gens, organisant. Je te trouve une protection, des policiers hors service, des gens en qui j'ai confiance. Est-ce vraiment nécessaire? Ta femme a essayé de tuer ton enfant? Oui, c'est nécessaire. La voix de Fernando était tranchante. Écoute-moi. Curtis, cette femme est désespérée maintenant. Les gens désespérés font des choses désespérées. Tant qu'elle n'est pas condamnée et sentencée, toi et Tommy êtes en danger. Alors qu'il quittait le poste de police, Curtis portant Tommy et entouré de 2 grands policiers hors service que Fernando avait engagés, Curtis réalisa que toute sa vie avait changé en l'espace d'une seule journée. Ce matin, il avait été un homme marié heureux, ou du moins le croyait-il, sur le point de partir en voyage d'affaires. Maintenant, il était un père célibataire. Sa femme faisait face à des accusations de conspiration pour meurtre et son fils avait failli être tué. Mais Tommy était en vie. C'était ce qui comptait. Pourtant, alors que Curtis bouclait Tommy dans une voiture de location, Fernando avait insisté pour qu'il n'utilise pas la propre véhicule de Curtis au cas où Diana essaierait quelque chose. Curtis ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que ce n'était pas terminé. Diana avait toujours été méticuleuse, toujours à penser 3 pas en avant. Elle avait planifié la mort de Tommy pendant des semaines ou des mois. Eh bien, elle avait dit qu'elle avait planifié, et plus important, pourquoi? La liaison avec Hugo expliquait une partie. Mais pas tout. Diana venait d'argent. Son père était un juge. Sa famille bien connectée. Elle n'avait pas besoin de 300 000 $. Alors, pourquoi risquer tout pour un paiement d'assurance sur un enfant? Alors que Fernando les conduisait vers le nord, en direction de Boston, Curtis fixait par la fenêtre dans le soir tombant et réalisait qu'il ne connaissait pas vraiment sa femme du tout. Et ça le terrifiait plus que tout. La maison sécurisée que Fernando avait arrangée s'avéra être son propre appartement penthouse dans le Back Bay de Boston. Un espace élégant et moderne avec des fenêtres du sol au plafond et assez de sécurité pour rendre Fort Knox jaloux. Curtis se tenait dans la chambre d'invité, regardant Tommy dormir dans le pyjama emprunté que l'assistant de Fernando avait acheté, et essaya de traiter tout ce qui s'était passé. Il était presque minuit. En 14 heures, sa vie était devenue méconnaissable. « Tu devrais manger quelque chose ?» Fernando apparut dans l'embrasure avec une assiette de sandwich. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Curtis ne se rappelait pas. « Je n'ai pas faim. Mange quand même. Tu ne seras d'aucune utilité à Tommy si tu t'effondres. » Fernando posa l'assiette sur la commode. « J'ai passé des appels. » L'avocat de Diana est Randall Clenay, un type corporatif. Pas de défense pénale. Son père a dû tirer des ficelles parce que Clenay ne prend pas habituellement ces cas. Est-ce bon ou mauvais pour nous? Bon. Clenay est hors de son élément avec une accusation de conspiration pour meurtre. Il fera des erreurs. Fernando s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, mais nous devons parler d'autre chose. J'ai obtenu les finances de Diana légalement par les canaux appropriés avec la permission du tribunal. Curtis, ta femme a détourné de l'argent de vos comptes joints pendant les 8 derniers mois. Curtis se tourna vivement. Quoi? De petites sommes en dessous de 500 $ à la fois pour que tu ne remarques pas? Mais ça s'additionne. Elle a transféré près de 43 000 $ dans un compte privé auquel tu n'as pas accès. Fernando afficha des relevés bancaires sur sa tablette. Le compte est à son nom de jeune fille, Diana Hayes, dans une banque aux îles Caïmans. Elle planifiait de fuir avec Hugo. C'est ma lecture. L'assurance vie sur Tommy était juste le paiement pour financer leur nouvelle vie. Mais il y a plus. Fernando passa à un autre document. Hugo Fitzgerald n'est pas qui il dit être. Son vrai nom est Hugo Fitzgerald. Pas de G majuscule.
Et il a un casier, fraude, détournement, vol d'identité. Il a purgé 3 ans dans une prison du New Jersey et est sorti il y a 18 mois. Curtis sentit le froid se répandre dans sa poitrine. Diana était impliquée avec un criminel condamné qui la voyait probablement comme une cible facile. Femme riche, mariage malheureux, accès à l'argent et aux polices d'assurance. Fernando rencontra les yeux de son frère. « Curtis, je pense que Hugo a manipulé Diana pour ça. Pas qu'elle soit innocente. Elle a clairement fait ses propres choix. Mais Hugo a un schéma, c'est son mode opératoire. Il trouve des femmes vulnérables, les convainc de commettre de la fraude ou du vol. Puis disparaît avec l'argent. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour l'affaire? Ça signifie que Hugo pourrait retourner contre Diana pour réduire sa sentence. Il prétendra qu'elle était le cerveau et qu'il était juste le petit ami stupide qui ne savait pas ce qu'elle planifiait. Fernando posa sa tablette. Ce qui est pourquoi nous devons agir en premier. Je rencontre le juge Hayes demain à 14h. Tu ne viens pas. Tu dois rester ici avec Tommy et commencer à reconstruire ta vie. Et mon travail, j'étais censé être à une conférence. Déjà géré, j'ai appelé ton superviseur, expliqué que tu avais une urgence familiale. Ils t'ont donné 2 semaines de congé avec salaire complet. Fernando s'adoucit légèrement. Curtis, tu dois laisser les gens t'aider. Ce n'est pas quelque chose que tu peux gérer seul. Curtis voulait arguer, mais Fernando avait raison. Il était hors de sa profondeur. Droit pénal, bataille pour la garde, fraude financière, ce n'était pas ses domaines. Il était coordinateur de recherche, compétent pour lire des données médicales et gérer des essais cliniques. C'était le monde de Fernando. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Tu t'occupes de Tommy? Tu documentes tout? Chaque conversation avec Diana, chaque apparition au tribunal, chaque interaction. Tu construis une chronologie et gardes des dossiers méticuleux. C'est ce en quoi tu es bon. Fernando serra l'épaule de Curtis. Et tu me fais confiance pour gérer le côté légal? Marché conclu. Marché conclu. Après que Fernando soit parti, Curtis s'assit près du lit de Tommy et le regarda dormir. Le visage de Tommy était paisible, innocent. Il n'avait aucune idée de combien il avait frôlé la mort, aucun concept que sa mère voulait qu'il disparaisse. Comment expliquait-on quelque chose comme ça à un enfant de 4 ans? Curtis sortit son téléphone et composa un email à Linda Lambert. « Linda, je ne pourrai jamais vous remercier assez pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez sauvé la vie de mon fils? Je suis à Boston pour les prochains jours. Mais quand ça se calmera, j'aimerais parler de vous continuer à travailler pour nous. Tommy vous adore et je vous fais entièrement confiance. Vous êtes plus famille qu'employé? S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous êtes à l'aise pour rester. Curtis ?» Il envoya, puis ouvrit un nouveau document sur son téléphone et commença à taper tout ce dont il se souvenait de l'année passée. Chaque moment suspect, chaque drapeau rouge qu'il avait ignoré, chaque fois que Diana avait été froide ou distante ou étrangement intéressée par les polices d'assurance, le document s'allongea alors que les souvenirs remontaient. Curtis réalisa qu'il y avait eu des dizaines de signes d'avertissement. Il avait juste été trop confiant, trop concentré sur le travail, trop prêt à croire le meilleur de sa femme. Ça n'arriverait plus jamais. À 2h du matin, incapable de dormir, Curtis se connecta une fois de plus au système de sécurité de la maison. Les caméras étaient encore actives. La police ne les avait pas fermées. Il regarda le salon vide, la cuisine où Diana avait avoué planifier un meurtre, le jardin où Tommy était censé se noyer. Un mouvement attira son œil sur la caméra de la porte d'entrée. Diana! Elle se tenait sur le porche, son bracelet électronique visible au-dessus de son pied nu. Elle fixait directement la caméra, son visage illuminé par la lumière du porche. Pendant un long moment, elle resta juste là, puis elle sourit. C'était la chose la plus glaçante que Curtis ait jamais vue. Pas en colère ou désespérée, mais calme, presque amusée, comme si elle savait quelque chose que Curtis ignorait. Diana leva la main, agita ses doigts en un petit salut directement à la caméra, puis se tourna et rentra à l'intérieur. Curtis sentit de la glace dans ses veines. Elle savait qu'il regardait. Elle voulait qu'il la voie là, voulait qu'il sache qu'elle n'avait pas peur. Le message était clair, ce n'est pas terminé. Curtis transféra la vidéo de sécurité à Fernando et au détective Hobbs avec un message d'une ligne. Diana était à la maison ce soir. Violant l'ordonnance restrictive, la réponse de Hobbs arriva 5 minutes plus tard. On s'en occupe, nous la ramasserons dès le matin. Mais Curtis ne pouvait pas se débarrasser de l'image de ce sourire, de ce salut décontracté. Diana n'agissait pas comme quelqu'un qui avait été pris la main dans le sac, elle agissait comme quelqu'un qui avait encore des cartes à jouer, ce qui signifiait que Curtis devait découvrir quelles étaient ces cartes avant que Diana puisse les utiliser. Il ouvrit une nouvelle fenêtre de recherche sur son téléphone et tapa « Hugo Fitzgerald, affaire de fraude New Jersey ».
Si Curtis allait protéger son fils, il devait tout savoir sur l'homme qui avait aidé Diana à planifier un meurtre. Et il devait le découvrir avant que Hugo ne fasse son coup. La nuit s'étendait devant lui, sans sommeil et pleine de possibilités dangereuses, mais Curtis Robertson n'avait jamais reculé devant un défi auparavant. Il n'allait pas commencer maintenant. Le matin arriva trop tôt, filtré à travers l'horizon de Boston et dans la chambre d'invité de Fernando. Tommy se réveilla le premier, confus par l'environnement inconnu, mais rapidement distrait quand Curtis suggéra qu'ils fassent des pancakes ensemble, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans la cuisine design de Fernando. Tommy sur un tabouret, versant soigneusement la pâte, Curtis essaya de maintenir une semblance de normalité. « Papa, quand rentrons-nous à la maison ?» Tommy demanda, des pépites de chocolat en équilibre dans sa petite paume. « Pas avant un petit moment. Mon pote, nous restons avec oncle Fernando pour l'instant. Maman vient aussi. » La poitrine de Curtis se serra. Combien devrait-il dire à un enfant de 4 ans? La docteure Maldonado avait conseillé l'honnêteté appropriée à son âge, mais comment expliquait-on une tentative de meurtre à quelqu'un qui croyait encore au fait des dents? Non, Tommy. Maman a fait quelque chose de mal et elle doit rester chez elle pour l'instant. Elle a eu un temps mort, quelque chose comme ça. Tommy sembla satisfait de cette réponse et reporta son attention sur les pancakes. L'innocence de l'enfance était une bénédiction que Curtis protégerait à tout prix. Fernando émergea de son bureau à domicile à 9 heures. Déjà vêtu d'un de ses costumes impeccables, « Curtis, nous avons un problème. » Curtis guida Tommy vers le salon avec des dessins animés et du jus, puis suivit Fernando dans le bureau. « Quel genre de problème? L'avocat de Diana a déposé une pétition d'urgence pour la garde ce matin. Elle prétend que tu as kidnappé Tommy et que tu le gardes éloigné de sa mère. L'audience est à 15 heures aujourd'hui. » L'expression de Fernando était sombre. Elle a violé l'ordonnance restrictive hier soir, mais d'une façon ou d'une autre, Clun la tourne comme Diana étant émotionnellement bouleversée et pas dans son bon sens. Il argue pour des visites supervisées après qu'elle ait essayé de le tuer. Clun argue qu'il n'y a pas de preuve de ça. Il dit que l'enregistrement est ambigu, que Diana avait une crise émotionnelle et a dit des choses qu'elle ne pensait pas, que tout ça est toi qui surréagis à la découverte de sa liaison et essaie de la punir en prenant Tommy. Curtis sentit la rage monter dans sa poitrine. « C'est insensé. Tu as entendu l'enregistrement ?» Elle a décrit le plan en détail. « Je sais, mais Clenay est bon dans ce qu'il fait. Même s'il est hors de son élément, il crée assez de doutes raisonnables pour brouiller les eaux. » Fernando afficha un document sur son ordinateur. « Cependant, nous avons un levier. La détective Riley a fini son enquête financière. Diana n'a pas juste volé 43 000 $ de vos comptes joints. Elle a aussi maxé 3 cartes de crédit à ton nom que tu ne connaissais pas. Dette frauduleuse totale, $7,500. Curtis se sentit comme s'il avait été frappé. Comment je n'ai pas su? Elle faisait envoyer les relevés à une boîte postale. Elle planifiait ça depuis plus d'1 an. Curtis, ce n'était pas impulsif. C'était calculé. Fernando imprima des relevés financiers. La bonne nouvelle est que ça nous donne des munitions. Nous pouvons démontrer un schéma de tromperie, de vol et de comportement criminel prémédité. Et Hugo, a-t-il parlé? Pas encore, mais son défenseur public a contacté ce matin. Hugo est prêt à témoigner contre Diana en échange d'une sentence réduite. Fernando rencontra les yeux de Curtis. Il prétend que Diana l'a manipulé, qu'elle était le cerveau, qu'il a essayé de la dissuader du plan, mais qu'elle n'écoutait pas. C'est probablement un mensonge. Mais ça n'importe pas si c'est vrai. Ça importe si un jury y croit. Et un charismatique escroc comme Hugo, il pourrait vendre cette histoire. Fernando ferma son ordinateur portable, ce qui est pourquoi nous devons agir en premier. Je rencontre le juge Haïs à 14 heures avant l'audience de garde. Je vais lui montrer tout. Les enregistrements, la fraude financière, l'historique criminel de Hugo, les déclarations de la compagnie de piscine. Si Haïs a une once de décence, il convaincra Diana de plaider coupable et épargnera à tout le monde un procès. Et s'il ne le fait pas, alors on part en guerre. Les heures jusqu'à l'audience de garde passèrent dans un flou de préparation. L'assistante de Fernando, une femme tranchante nommée Audrey Snell, arriva avec des vêtements pour Curtis et Tommy. Apparemment, Fernando avait anticipé qu'ils en auraient besoin d'une garde-robe. La docteure Maldonado passa pour évaluer Tommy à nouveau, passant 1 heure à jouer au bloc avec lui tout en posant des questions prudentes. « Il est remarquablement résilient », dit-elle à Curtis ensuite. « Aucun signe de traumatisme d'hier. Il semble comprendre que quelque chose de mauvais a failli arriver, mais que son papa l'a gardé en sécurité. Ce sentiment de sécurité avec toi est critique. Nous devrons lui dire éventuellement ce que Diana a planifié. Pas avant des années, quand il sera plus âgé, peut-être adolescent.
et seulement s'il demande « Pour l'instant, l'honnêteté appropriée à l'âge suffit ». La docteure Maldonado tendit une carte à Curtis. « Je recommande la garde complète pour toi dans mon rapport au tribunal. » Diana Robertson ne devrait pas avoir d'accès non supervisé à Tommy. Peut-être jamais. À 14 heures, Fernando partit pour sa réunion avec le juge Hayes. Curtis resta derrière avec Tommy et Audrey, essayant de ne pas obséder sur ce qui se disait. Il avait rencontré le père de Diana seulement une poignée de fois. L'homme était formel, distant. Plus intéressé par son héritage judiciaire que par sa famille, Curtis s'était toujours demandé si la froideur de Diana venait de l'indisponibilité émotionnelle de son père. Fernando revint à 14h45. Son expression illisible. Curtis attendit que Tommy soit absorbé par un jeu vidéo avant de demander « Comment ça s'est passé ?» Le juge Hayes ne m'a pas cru au début, a dit que j'essayais de détruire la réputation de sa fille pour t'aider dans le divorce. Fernando se versa un scotch malgré l'heure matinale, donc je lui ai joué l'enregistrement. Tout. Diana avouant planifier le meurtre de Tommy, les détails sur la piscine, l'argent de l'assurance. Et il a quitté la pièce pour 10 minutes. Quand il est revenu, ses yeux étaient rouges. Il a dit « Si ce que vous me montrez est vrai, Diana n'est pas la fille que j'ai élevée. » Fernando prit une longue gorgée. Je lui ai dit que tout est documenté, vérifié et corroboré par de multiples témoins. Je lui ai dit que Diana a 2 choix. Plaider coupable pour conspiration et obtenir une sentence réduite, ou aller au procès et être enterré sous les preuves. Qu'a-t-il dit? Il va lui parler ce soir? Il ne fait pas de promesses. Mais je pense que nous l'avons convaincu. Fernando vérifia sa montre. Nous devons y aller. L'audience de garde commence dans 15 minutes. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi Curtis s'attendait, plus comme une salle de conférence que les espaces dramatiques qu'il avait vus à la télé. La juge Emma Nichols présidait, une femme stricte dans la soixantaine qui semblait avoir entendu toutes les histoires larmoyantes et excuses imaginables. Diana était assise à la table de la défense avec Randall Klein, portant une robe conservatrice et un maquillage minimal, ressemblant à chaque centimètre à la mère en deuil incomprise. Curtis voulait vomir. L'audience avança rapidement. Klein argua que Curtis avait surréagi en découvrant la liaison de sa femme et utilisait maintenant leur fils comme une arme. Madame Robertson a fait une erreur, votre honneur. Elle a eu une liaison et elle a dit des choses regrettables dans un moment émotionnel. Mais la peindre comme une meurtrière potentielle basée sur une conversation sortie de contexte est une distorsion grotesque de la réalité. Fernando se lève, sa voix calme et mesurée. Votre honneur, j'aimerais jouer un enregistrement pour le tribunal. Objection. Dit Klein immédiatement. L'enregistrement est de légalité discutable. Le Connecticut est un État à consentement unique. Votre honneur, M. Robertson était présent pendant la conversation et avait tout droit légal de l'enregistrer. Fernando regarda Klein avec un mépris à peine dissimulé, à moins que l'avocat opposé ne argue que les citoyens ne peuvent pas enregistrer des conversations dans leur propre maison. La juge Nichols réfléchit. « Je l'autorise. Jouer l'enregistrement. » La voix de Diana remplit la salle d'audience. Tommy était censé se noyer aujourd'hui pendant la leçon de piscine, un tragique accident. Curtis observa Diana alors que ses propres mots la condamnaient. Elle resta parfaitement immobile, ses mains pliées sur la table, son visage vide, seuls ses yeux bougeaient, se posant une fois sur Curtis avec une telle haine pure qu'il la sentit comme un coup physique. Quand l'enregistrement se termina, la juge Nichols retira ses lunettes et les nettoya lentement. « M. Klein, j'assume que vous avez une explication pour ça. Votre honneur. » Ma cliente était sous une extrême contrainte émotionnelle. Elle venait d'être confrontée à sa liaison et a dit des choses qu'elle ne pensait pas dans un moment de panique. Il n'y a jamais eu de danger réel pour l'enfant. Elle a payé une compagnie de piscine 4 000 $ en espèces pour une installation le jour même. Fernando interrompit. Elle a contacté la compagnie d'assurance 6 fois au cours du mois passé, demandant sur les procédures de paiement pour la mort d'un enfant. Elle a volé près de 90 000 $ de comptes joints et de cartes de crédit. Ce n'était pas un lapsus momentané, c'était une tentative de meurtre prémédité. La juge Nichols regarda Diana. « Madame Robertson, avez-vous quelque chose à dire ?» Diana se leva gracieusement. Quand elle parla, sa voix était douce, tremblant légèrement. « Votre honneur, j'aime mon fils. Je ne lui ferai jamais de mal. Oui, j'ai eu une liaison. Et oui, j'ai dit des choses terribles quand Curtis m'a confronté. J'étais en panique, essayant de dire ce qui le ferait croire que j'étais désolé. Mais je n'aurais jamais blessé mon bébé et l'assurance vie de Curtis. L'obsession de Hugo, pas la mienne. Je ne connaissais même pas la clause de double indemnité jusqu'à ce que la police me le dise. D'ici la fin de Klein, la moitié du jury semblait compatissante. Curtis se sentit malade.
Fernando appela Curtis à la barre pour réfutation. Curtis parcourut sa version des événements avec soin, méthodiquement, comme il présenterait des données cliniques. M. Robertson, demanda Fernando, dans l'année, avant ces événements, combien de temps avez-vous passé en voyage? J'étais parti environ 4 jours par mois, environ 48 jours au total cette année-là, et quand j'étais à la maison, j'étais pleinement présent. J'emmenais Tommy au parc, lui lisais des histoires au coucher, donnais une pause à Diana pour qu'elle puisse sortir avec des amis ou avoir du temps pour elle. Curtis regarda le jury. Étais-je parfait? Non. Mais j'essayais, et je n'ai jamais, pas une fois, donné à Diana une raison de croire que je ne la soutiendrais pas si elle avait besoin d'aide. Votre femme vous a-t-elle jamais dit qu'elle luttait? Pas directement. Si elle l'avait fait, j'aurais ajusté mon emploi du temps, embauché plus d'aide, fait ce qui était nécessaire. La voix de Curtis était ferme. Mais elle n'a jamais demandé. Elle a juste commencé une liaison et planifié de me tuer. La contre-interrogation de Cléneux fut brutale. Il souligna que Curtis ne pouvait pas prouver à quel point il avait été présent, que la perception et la réalité diffèrent souvent, que peut-être Curtis n'avait pas remarqué la souffrance de sa femme parce qu'il était trop absorbé par son travail, mais Curtis avait un avantage. Il avait les enregistrements. Fernando les joua à nouveau pour le jury. La voix de Diana, claire et froide, décrivant le plan de noyade de Tommy, décrivant l'argent de l'assurance. Il n'y avait pas de dissociation dans cette voix, pas de crise mentale. Il y avait seulement du calcul. Madame Robertson, dit Fernando dans son plaidoyer final, veut que vous croyiez qu'elle est une victime, que Hugo Fitzgerald l'a manipulée, que la dépression postpartum l'a fait dire des choses qu'elle ne pensait pas, que l'absence de son mari l'a conduite à la folie. Mais mesdames et messieurs, les preuves racontent une histoire différente. Diana Robertson a engagé un détective privé pour rechercher les finances de son mari. Elle a augmenté sa police d'assurance vie sans qu'il le sache. Elle a volé 90 000 $ de compte joint. Elle a payé une compagnie de piscine en espèces pour installer ce qui était censé être une scène de meurtre. Ce ne sont pas les actions d'une femme ayant une crise mentale. Ce sont les actions d'une femme commettant un meurtre prémédité. Le jury délibéra pendant 6 heures. Quand ils revinrent, la porte-parole se leva et lut le verdict. Chef 1. Tentative de meurtre sur Curtis Robertson. Coupable. Chef 2. Conspiration pour meurtre. Coupable. Chef 3. Fraude à l'assurance. Coupable. Chef 4. Vol d'identité. Coupable. Diana ne montra aucune émotion alors que les verdicts étaient lus. Elle fixa simplement Curtis à travers la salle d'audience, son expression vide. Lors de la sentence 2 semaines plus tard, la juge Nichols regarda Diana avec quelque chose comme de la pitié. « Madame Robertson, vous aviez tous les avantages dans la vie, des parents aimants, une éducation, un enfant qui méritait mieux que ce que vous aviez planifié pour lui. Au lieu de chérir ce que vous aviez, vous avez choisi le meurtre. Au lieu de demander de l'aide, vous avez choisi la trahison. Ce tribunal vous condamne à 35 ans dans une prison d'État sans possibilité de libération conditionnelle. » Diana craqua enfin. Elle hurla, se jetant vers Curtis avant que les huissiers ne la retiennent. « C'est ta faute? Tu as fait ça? Tu m'as tout pris? »« Non !» dit Curtis doucement, bien qu'elle ne puisse pas l'entendre par-dessus ses propres hurlements. « Tu t'es fait ça à toi-même. » Alors qu'ils emmenaient Diana, encore hurlant des accusations et des menaces, Curtis sentit quelque chose en lui se poser. Ce n'était pas tout à fait la paix. Il n'oublierait jamais ce que sa femme avait planifié, mais c'était la justice. Tommy grandirait en sachant que son père l'avait protégé, l'avait choisi par-dessus tout le reste. Et Diana passerait les 3 prochaines décennies derrière les barreaux à penser au monstre qu'elle était devenue. Curtis sortit du palais de justice dans la lumière hivernale. Fernando à ses côtés. « C'est terminé », dit Fernando. « Ouais », acquiesça Curtis. « C'est enfin terminé ?» Mais il avait tort. 6 mois plus tard, Curtis lisait à Tommy au coucher quand son téléphone sonna. Le nom de Fernando clignota sur l'écran. « Curtis, nous avons un problème. » Curtis sortit dans le couloir, gardant sa voix basse. Quel genre de problème? Diana fait appel de sa condamnation. Son nouvel avocat, Pasclene, quelqu'un d'autre, a trouvé une technicité, quelque chose sur le mandat de perquisition original pour ses relevés téléphoniques. Fernando semblait fatigué. Ils arguent que sans les relevés téléphoniques, la plupart des autres preuves sont des fruits de l'arbre empoisonné. Peuvent-ils vraiment renverser la condamnation? C'est improbable. Mais ils peuvent traîner ça, forcer un nouveau procès, nous faire repasser partout. Fernando pause. Il y a autre chose. Diana a écrit des lettres de prison à Tommy. Curtis sentit de la glace dans sa poitrine. Quoi? La prison les a bloqués jusqu'à présent. Partie de l'ordonnance restrictive.
Mais son avocat argue que nier à une mère le contact avec son enfant est une punition cruelle et inhabituelle. Il pétitionne le tribunal pour des privilèges de l'être supervisé. Absolument pas. Elle a essayé de le tuer, je sais, et je le combattrai, mais Curtis, tu dois te préparer à la possibilité que ce ne soit pas aussi terminé que nous le pensions. La voix de Fernando était douce. Diana a du temps maintenant, tout le temps du monde pour planifier des appels, trouver de nouveaux avocats, trouver des façons de perturber ta vie. Après avoir raccroché, Curtis resta dans le couloir pendant un long moment. Il pensa à Diana dans sa cellule de prison, encore à manipuler, encore à comploter. Il pensa à Hugo, qui avait obtenu seulement 10 ans grâce à sa coopération et serait dehors en 7 avec bonne conduite. Il pensa aux décennies à venir, toujours à regarder par-dessus son épaule, toujours à attendre le prochain défi légal, puis il retourna dans la chambre de Tommy et finit de lire l'histoire parce que c'était ce qui comptait. Pas les machinations de Diana, ou le système judiciaire imparfait, ou la peur qu'elle ne soit jamais vraiment partie de leur vie. Ce qui comptait était le sourire somnolent de Tommy, ses petits bras autour du cou de Curtis, son murmure « Je t'aime ». Papa mon ange. Ce qui comptait était que Curtis avait gagné là où ça comptait. Tommy était en sécurité. Heureux et aimé, le garçon avait des cauchemars parfois, se réveillait en pleurant pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, mais Curtis était toujours là, prêt à le réconforter et à le protéger. Diana avait pris son mariage, sa confiance, son illusion que le monde était fondamentalement sûr, mais elle n'avait pas pris son fils, et elle ne le ferait jamais. 3 mois plus tard, l'appel de Diana fut rejeté, la condamnation tint. 2 ans plus tard, Hugo fut libéré de prison et viola immédiatement sa libération conditionnelle. Il fut pris en train de mener une autre escroquerie et renvoyé pour sa sentence complète. 5 ans plus tard, Tommy commença la 3e année. Il avait des amis, jouait au football et adorait la science. Il savait que sa mère était partie et qu'elle avait fait de mauvaises choses. Mais les détails attendraient jusqu'à ce qu'il soit plus âgé. 10 ans plus tard, Curtis s'était remarié avec une femme gentille nommée Linda Lambert, la même Linda qu'il avait avertie toutes ces années plus tôt. Elle était restée avec la famille, d'abord comme babysitter, puis comme quelque chose de plus. Ils étaient tombés amoureux lentement, prudemment, tous deux endommagés par la trahison de Diana de façon différente. Tommy, maintenant 14 ans, se tint comme témoin principal à leur petit mariage. Il avait grandi en un jeune homme réfléchi et brillant, intéressé par la psychologie criminelle, peut-être pas surprenant vu son histoire. Il voulait comprendre comment les gens devenaient des monstres. Comment quelqu'un comme sa mère pouvait planifier de tuer sa propre famille? Curtis connaissait la réponse. Certains gens étaient toujours des monstres. Ils le cachaient juste mieux que d'autres. Diana resta en prison, ses appels épuisés. Curtis l'avait visitée une fois quand Tommy avait 12 ans et posait des questions sur pourquoi sa mère avait fait ce qu'elle avait fait. Curtis avait eu besoin de la voir pour comprendre s'il y avait eu une vraie personne sous le monstre. Elle semblait vieille, usée par la vie en prison. Mais quand elle avait vu Curtis à travers le plexiglas, ses yeux s'étaient illuminés de la même calcul qu'il se rappelait. « Tu as gagné », avait-elle dit simplement. « Je t'ai sous-estimé. Tu as sous-estimé combien j'aimais mon fils ?» L'amour, Diana avait ri amèrement. L'amour est juste un autre genre de faiblesse. « Curtis, ça te rend prévisible ? Contrôlable ? Non !» Diane, l'amour est ce qui nous a sauvés. Tu n'as jamais compris ça ? Alors que Curtis s'était éloigné, il l'avait entendu hurler une dernière chose. Il le découvrira éventuellement. Tommy apprendra ce que tu m'as fait. Mais Curtis n'avait pas peur parce qu'il n'avait rien fait sauf protéger son enfant. La vérité était de son côté, documentée dans les dossiers judiciaires et les casiers de preuves. La vérité était qu'un père avait aimé son fils assez pour lutter pour lui. Et à la fin, l'amour avait gagné. Curtis s'assit sur son porche 15 ans après ce terrible jour où Linda l'avait averti, regardant Tommy, maintenant 19 ans, est rentré de l'université, lançait un ballon de football avec sa jeune demi-sœur, Emma. La vie avait continué, les cicatrices restaient, mais elles avaient guéri. Diana avait 20 ans restant sur sa sentence. Au moment où elle sortirait, Tommy serait dans la trentaine, Curtis dans la cinquantaine. Peut-être serait-elle réformée, peut-être serait-elle encore le monstre. Ça n'importait plus parce que Curtis avait construit quelque chose que Diana ne pourrait jamais lui prendre. Une famille basée non sur des mensonges et de la manipulation, mais sur la confiance, l'honnêteté et un amour authentique. Alors que le soleil se couchait et que Linda appelait tout le monde pour le dîner, Curtis pensa à l'homme qu'il avait été ce matin-là 15 ans plus tôt, confiant, naïf. Inconscient du danger dans sa propre maison, il avait évolué en quelqu'un de plus fort, plus sage, plus prudent,
quelqu'un qui faisait confiance à ses instincts et protégeait ce qui comptait le plus. Diana avait essayé de le détruire. Au lieu de ça, elle l'avait rendu meilleur, et ça, pensa Curtis en entrant vers sa famille, était la plus douce revanche de toutes. Vivre bien, vivre honnêtement, vivre avec amour. Diana avait perdu tout en poursuite de l'argent et de la liberté. Curtis avait failli tout perdre, mais il avait lutté et gagné. L'histoire aurait pu se terminer en tragédie. Au lieu de ça, elle se termina avec un père et un fils en sécurité, un monstre derrière les barreaux, et la justice servie, pas une fin parfaite. Tommy porterait toujours la connaissance de ce que sa mère avait planifié, mais une bonne fin, une vraie fin, et parfois, ça suffisait. Curtis ferma la porte sur le passé et s'assit pour dîner avec sa famille, reconnaissant pour chaque moment, chaque jour, chaque seconde chance que la vie lui avait donnée. Il avait affronté le pire qu'un humain puisse faire et avait survécu. Plus que survécu, il avait triomphé et ça faisait toute la différence. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai